Monsieur Delamarche, bonjour. Merci pour votre accueil chez Patrimoine Gestion pour cet entretien exclusif pour Fortune, le blog économique de François Dessouche. Même si vous n'êtes pas un inconnu pour nos lecteurs, lorsqu'on fait une recherche sur Internet et qu'on essaie de voir un petit peu quelle est votre biographie, on n'a pas vraiment forcément beaucoup de résultats, c'est même assez minimaliste. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu l'homme qui se cache derrière l'analyste? Oh, écoutez, j'ai commencé en 88 chez Pinaton. J'ai commencé en étant analyste. Et puis ensuite, je suis passé à la table où j'ai conseillé des banquiers, des assureurs. Et puis au bout d'un moment, j'ai donc fait toute ma carrière dans des sociétés de bourse indépendantes. Et au bout d'un moment, j'ai quitté ce métier en 2003. Et puis j'ai monté un fonds et puis une société de gestion derrière. Et j'ai fait ça avec mon premier patron, Jean Borgex, qui travaillait chez Pinaton quand il m'a engagé. Et donc voilà, et puis on a continué l'aventure ensemble. Alors, pouvez-vous nous parler des grandes théories économiques qui ont influencé votre façon de voir les choses et vos analyses? Le bon sens. Bien. Voilà, donc il n'y en a pas d'autres. J'étais influencé par Jean Borgex, qui est stratégiste et économiste, qui a fait donc, toute sa carrière chez Pinaton et puis après chez Odo. Non, franchement, il n'y a pas de... Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on voit les économistes, de l'establishment, on peut se demander par qui ils ont été influencés, mais certainement pas par le bon sens en tout cas. Donc voilà, enfin, après c'est réellement une question de bon sens plus que de théorie. Quand vous avez, c'est du bon sens presque, du bon sens paysan, quand vous avez une dette qui est hors de contrôle, elle est hors de contrôle. À partir d'un certain point, il va falloir la rembourser. Bon, tout ça, c'est pas juste une théorie économique, c'est simplement du bon sens. Vous demandez à n'importe quel entrepreneur ou à n'importe quel agriculteur qui sait ce que c'est qu'un euro, et quand il a un trou dans son compte à la banque, qui sait qu'il va falloir à un moment ou à un autre se serrer la ceinture pour le rembourser, c'est pas des théories libérales ou autres, c'est uniquement des constatations dans la vie courante, quoi. Donc, si vous me demandez après qui m'a inspiré, je dirais plutôt que c'est des théories plutôt libérales que marxistes. Voilà. Bon, maintenant, après, tout n'est pas bon dans les théories économiques, donc vous ne pouvez pas en prendre une et vous arrêter à ça. Voilà, donc, Alors à propos de ce bon sens et ce franc-parler, les médias vous présentent généralement comme un Cassandre. Vous êtes un petit peu le trublion qui arrive sur le plateau de télé. Ça ne plaît pas forcément aux personnes qui présentent des argumentaires bien établis en vue de rassurer les petits épargnants. Et qu'est-ce que vous pourriez répondre à vos détracteurs qui s'offusquent de cette liberté de ton? Je vois pas pourquoi, à partir du moment où on donne des choses qui sont en général très factuelles, on est qualifié tout de suite de Cassandre. Quand je dis que à partir d'une
d'une centaine de pourcents par rapport au PIB, la dette est trop lourde et il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est pas être pessimiste, c'est pas être cassante, c'est simplement appeler les choses par leur nom. Donc quand vous avez des effets de levier de 40, comme dans certaines banques, vous avez vu le courtier américain MF Global qui a sauté parce qu'il avait un effet de levier de 40, c'est pas être cassant de dire ça, c'est simplement un fait, c'est tout. Donc quand vous utilisez des effets de levier comme ça, il faut vous attendre à un moment ou à un autre à ce que ça se passe mal. Donc évidemment, les gens n'aiment pas les porteurs de mauvaises nouvelles, mais ça de tout temps. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux se cacher la tête dans le sable et attendre que ça se passe en niant les évidences, ou est-ce que il faut appeler un chat et dire la vérité? Alors ça ne nous empêchera pas d'ailleurs, même si vous êtes prévenus, ça ne vous empêchera pas de subir et d'avoir des problèmes, mais au moins vous le saurez. Alors je ne sais pas si ça vaut mieux, mais au moins vous en êtes conscient. Et puis il y a quand même, je pense, un certain nombre de choses que vous pouvez faire pour éviter de vous faire tondre complètement. Et donc peut-être qu'en effet, il vaut mieux être prévenu parce que ça permet de prendre ses dispositions, on va dire, pour éviter de trop subir la catastrophe à venir. Voilà, maintenant, malheureusement, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a rien qui soit gravé dans le marbre, et je ne dis pas du tout que j'ai trouvé la poudre de perlimpinpin qui permettra de passer entre toutes les gouttes. Alors, vous fustigez souvent les politiques en les traitant un petit peu d'incapables, ça revient souvent dans vos propos. Justement, politiquement, quelle est votre perception des rapports sociaux vous dites que vous n'êtes pour aucun parti politique, mais est-ce que... Aucun. Aucun. Non, je plaide pas pour... D'abord parce que c'est pas mon rôle. Je ne fais pas de politique, je fais de la gestion de portefeuille. Donc chacun son métier. Donc simplement, je donne mon avis par rapport à ce qui se passe dans l'économie. C'est pas... je n'appelle à voter pour personne, parce que d'abord, en plus, j'en vois aucun qui, aujourd'hui, est quelque chose à apporter à la situation dans laquelle on est. Donc, et puis, c'est pas mon boulot, j'ai pas été élu, non, c'est pas mon boulot de faire de la politique. Donc, je fais pas de politique, je dis simplement, je critique les politiques que lorsque leur action est négative ou leur inaction est négative sur l'économie. Donc après sur le reste, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. C'est pas mon propos aujourd'hui et donc ni demain d'ailleurs, mais aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui, il y avait un certain nombre de décisions à prendre. Je pense qu'ils sont passés totalement à côté. Je pense que on est en train d'en subir douloureusement les résultats et les conséquences. Et donc, je le dis, c'est tout. Mais je dois dire que je ne suis pas non plus ravi que certains utilisent les propos que je tiens pour les reprendre à leur compte en disant vous voyez, il dit la même chose que nous. Non, je ne dis pas la même chose qu'eux, je dis simplement ce que je pense sur leur action et sur
sur les conséquences de leurs actions. Voilà. Après, malheureusement, vous ne pouvez pas contrôler tout. Quand s'il y a quelqu'un qui se réclame de vous, tant pis, moi je ne le cautionne pas non plus. Voilà. Je dis ce que je pense, contrairement à beaucoup. Après, malheureusement, ça peut être utilisé. Tant pis. Enfin... D'accord. Alors, parmi les questions qui font actuellement débat sur les origines de la situation économique et financière que nous connaissons, revient souvent la fameuse loi de 1973, dite Pompidou-Giscard, qui oblige, pour faire simple, l'État français à remporter sur les marchés, donc dans le domaine privé. C'est un prisme assez franco-français, évidemment, mais est-ce que ça vous paraît pertinent par rapport aux problèmes actuels, ou bien pour vous c'est une question sans réelle influence sur ces questions? Non, c'est sans réelle influence, parce que il faudrait qu'on cesse de croire que la France est le centre du monde, déjà, c'est pas vrai. J'espère que c'est pas une annonce qui a choqué beaucoup de monde, mais c'est pas vrai, nous ne sommes pas le centre du monde. Donc, la crise, elle est aujourd'hui, elle est globale, parce que d'ailleurs tous les pays ont à peu près utilisé les mêmes recettes. Donc, si vous utilisez les mêmes recettes, même le cuisinier le plus nul obtiendra le même résultat. Donc, vous avez le même gâteau à la fin. Et les Japonais ont utilisé les mêmes recettes, d'ailleurs, parce qu'elles étaient en partie importées des États-Unis. Les Américains utilisent certaines recettes que je dénonce. L'Europe est en train de s'y mettre joyeusement, donc voilà, donc c'est pas simplement la loi de 73 avec la France, c'est global. Aujourd'hui, enfin, vous avez fonctionné pendant des années sur un principe qui a été, je dirais, déroulé à l'excès aux États-Unis sur un principe qui était l'endettement. Des ménages, donc ça a très bien fonctionné. Pourquoi ça a très bien fonctionné? Parce que au départ, je pense que vous avez deux sortes de croissance. Vous avez une croissance qui est, on va dire, normative, qui, je sais pas, doit tourner autour de 2,5, si vous voulez. Cette croissance normative, c'est tout simplement progrès technique, et puis c'est la banque quand elle fait son boulot. C'est quoi le boulot d'une banque? C'est vous déposez 100, elle prête 130 à l'économie. Et ça vous donne du 2% ou 2,5% de croissance. Sauf que 2%, 2,5% de croissance, c'est pas assez pour les politiques, parce que évidemment, c'est pas le plein emploi, c'est pas, on peut pas dire qu'on s'éclate à 2,5% de croissance. Donc, si vous voulez, la demande était supérieure, parce que c'est quand même assez confortable quand vous avez 5, par exemple, que tout le monde est content, qu'il y a plein d'argent qui rentre, que c'est le plein emploi et que tout va bien. Bon, donc, qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? On a utilisé l'effet de levier, la titrisation, à outrance, parce que ça permettait de faire ces fameux 5,5% de croissance. Donc à partir de ce moment-là, on a tous été heureux, il ne faut pas cracher dans la soupe, hein. On a tous été tirés par cette croissance, on a tous très bien vécu, au-dessus de nos moyens d'ailleurs, en tout cas pour ce qui concerne les États-Unis. C'était le rêve américain, hein, ça marchait très très bien, et donc on a profité de cette croissance. L'ennui, c'est que quand vous gagnez 100 et que vous dépensez 200, il y a un moment ou un autre où ça a des conséquences. Les conséquences, c'est quand on vient vous taper sur l'épaule pour récupérer l'argent qu'on vous a prêté.
Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est tout. Vous ne pouvez pas continuer pendant des siècles et des siècles à dépenser 2 fois plus que vous gagnez. Donc logiquement, il y a un moment où ça coince. Et là, ce qui s'est passé, c'est que on est allé dans une espèce de cavalcade, une espèce d'excès délirant avec une mainmise des banquiers, puisque c'était eux qui tenaient la croissance, donc ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et donc, on s'est retrouvé avec, si vous voulez, si je dois donner une image, avec un tuyau qui était formaté pour accepter du 2,5 mètres cubes par seconde. On a essayé de lui faire passer du 5 mètres cubes par seconde dedans. Ben, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'à un moment, il vous pète dans la figure. Et ben là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, ça a l'air d'étonner tout le monde, mais non, ça n'a rien d'étonnant. Donc, vous voyez que, et en fait, quand même beaucoup des problèmes viennent des États-Unis aujourd'hui, mais les autres pays ont fait très exactement la même chose, mais viennent quand même en grande partie des Américains, donc vous voyez qu'on est loin de la loi de 73. Quoi. Tout à fait. Alors selon vous, la question des dettes privées, qui comprend les dettes des entreprises et celles des particuliers, est-elle plus importante que celle des dettes publiques? Non, c'est un ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi les États-Unis sont dans un état bien plus épouvantable qu'ils essaient de nous le faire croire, et bien plus épouvantable que pas mal de pays européens, c'est que vous avez une double dette, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez la dette de l'État. Quand je dis État, c'est État, municipalité, etc. C'est global. Hein. C'est les garanties Fannie Mae, Freddie Mac, les municipalités, les mini-bonds et la dette de l'État fédéral. Si vous rajoutez toutes ces dettes, vous êtes à 20 000 milliards, c'est-à-dire loin des 15 000 qu'on a essayé de nous faire avaler. Et 20 000 milliards, ça représente 145% de dette par rapport au PIB. Et je vous rappelle que c'est très exactement la dette par rapport au PIB des Grecs. Alors justement, comment est-ce qu'on peut... Je cesse le parallèle ici, mais c'est quand même très, 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 très important. Donc, et là-dessus, vous n'avez pas encore mis la dette des ménages américains. Et la dette des ménages américains, elle est bien trop élevée. Donc, parce que bah, notamment d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu avec les subprimes, il y a eu quand même une espèce de dérive à un moment, une espèce de course folle à l'endettement où certains banquiers américains ont trouvé malin de prêter à des gens dont ils savaient pertinemment qu'ils ne rembourseraient jamais, parce qu'ils ne pouvaient pas. Donc, si vous allez prendre n'importe quel SDF ou chômeur et que vous lui collez $1 million d'endettement sur le dos, vous savez très bien de toute façon, il ne vous remboursera pas. Bon. Mais là, c'était, oh, c'est pas grave, de toute façon, on titrise, on mutualise, on envoie ça partout, dans toutes les banques, puis finalement, on va habiller ça avec pas des subprimes, mais des mètres primes, etc. Et puis un peu d'emprunt qui, lui, sera remboursé. Et puis finalement, bon, allez, on met tout dans le même sac et puis on file le sac aux petits copains. Donc, ok, mais il y a un moment où, et ça ils avaient oublié, il y a un moment où concrètement, le premier, celui qui avait la plus petite capacité à rembourser, ne rembourse pas. Et puis là, tout le château de cartes s'écroule parce que ça met une créance pourrie dans un espèce de montage où on ne sait pas très bien qui fait quoi, qui a quoi, etc. Et donc le château s'écroule. C'est la crise des subprimes, ça a fait
des dégâts épouvantables dans les banques, qu'on a soigneusement camouflé derrière, mais ça a fait des dégâts, et c'est pas fini, parce que des subprimes, des ABS, des machins comme ça, vous en avez encore une tripotée, et qui vous, probablement, qui vous exposeront à la figure à un moment ou à un autre. Alors comment peut-on expliquer, concernant cette dette globale, que les pays les plus concernés, les plus endettés, ne sont pas apparemment ceux qui sont les plus menacés par les marchés? Alors ça dépend de beaucoup de choses. Moi j'ai été très surpris ces dernières semaines qu'on attaque, que les marchés attaquent l'Italie de cette façon-là. Alors après, on peut toujours trouver des raisons X ou Y, mais j'étais très surpris qu'on attaque l'Italie plus que l'Espagne ou plus que la France. Bon, parce que les Italiens, finalement, je veux bien qu'on ait de la défiance vis-à-vis de Berlusconi, mais enfin bon, ça ne méritait pas cette hausse des taux. Et l'Italie est en excédent budgétaire primaire, enfin bon. C'était pas forcément la plus urgente et c'était pas forcément l'État le plus en risque. Mais là, ce sont des questions essentiellement de flux. C'est-à-dire qu'il se trouve que c'est l'État qui a le plus à émettre d'ici la fin de l'année et au début d'année prochaine. Et donc ça suffit au marché parce que ça assure une certaine liquidité, etc. Et donc on a attaqué l'Italie. Mais si on devait faire un réel classement, si vous voulez, je pense que l'Espagne aujourd'hui est bien plus mal que l'Italie. Ils ont 25% de chômage, ils ont 50% de chômage chez les jeunes. C'est un pays qui est totalement arrêté. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en gros, ils sont allés jouer au casino, c'est-à-dire qu'ils ont tout misé sur une activité qui était la construction et l'immobilier. Pas de bol, ils ont tout misé sur le rouge, et le noir qui est sorti, ils n'ont plus d'économie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les banques espagnoles sont en faillite. Alors, elles ne le disent pas, elles n'en font pas part, enfin c'est comme ça. Elles sont en faillite. Pourquoi? Tout simplement, elles ont évité de trop le montrer en ne provisionnant pas l'immobilier qu'elles ont et les pertes sur les promoteurs qui ne leur seront jamais remboursées. Donc elles tiennent le choc pour l'instant, mais un jour ou l'autre, il faudra bien passer par la case pertes et profits, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, l'État espagnol est endetté simplement à hauteur de à peine 80%, enfin 75, 80%. Quand ils vont récupérer les banques, enfin les pertes des banques, et quand il va falloir qu'ils les garantissent, tout d'un coup, exactement comme en Irlande, vous allez vous retrouver avec un pays endetté à 140 ou 150%. Donc à ce moment-là, on dira, oui, c'est vrai, les Espagnols ont sauté. Donc, or aujourd'hui, si vous regardez bien quand même, en Italie, je vous disais, vous avez un excédent budgétaire primaire, vous avez en plus de ça, vous avez des belles sociétés qui marchent bien, donc je pense qu'ils sont pas, puis vous n'avez pas le même niveau de chômage, vous n'avez pas, donc je pense qu'ils vont mieux nettement que les Espagnols. Je ne dis pas que tout est parfait, ils sont endettés à 126%, je crois, ou 127%. Je ne dis pas que tout va bien, mais d'un autre côté, c'est pas le pire, loin de là. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les pratiques de ce qu'on pourrait appeler la finance de l'ombre.
avec les hedge funds, la pousse, les sociétés hors bilan, la spéculation. Pensez-vous que ces pratiques ont une influence sur l'évolution actuelle de la crise? Et si oui, laquelle? Ah oui, 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 je pense. Pas tout là-dedans. Vous savez, les Français ont l'habitude de taper sur les hedge funds parce que hedge funds, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est le loup. Mais vous savez, c'est les banques classiques, simplement. Hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs totalement exotiques. Vous avez trop d'effets de levier, vous avez trop de trucs qui sont absolument pas maîtrisés, absolument pas, qui sont pas dans les bilans, qui sont du hors bilan, etc. On ne sait pas exactement où on en est. Vous avez quand même une multitude de choses qui sont des risques potentiels majeurs et que tout le monde continue de traiter joyeusement sans se poser trop de questions. Bah non, il y a un moment où ce genre de choses, c'est une bombe à retardement qui risque de vous péter dans la figure à tout moment. Donc moi, je l'ai dit plusieurs fois, je pense qu'on a loupé le coche d'ailleurs, je pense c'était en 2008 qu'il fallait le faire, ou début 2009, on a loupé le coche de nationaliser les banques, et pourtant je vous dis a priori je suis quand même plutôt libéral qu'autre chose, mais de nationaliser les banques, de rétablir le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire de séparer les activités bancaires des activités de marché, parce que c'est une énorme bêtise d'être mis en arrière là-dessus, et parce que vous n'avez pas à avoir l'activité marché qui influe sur le reste de l'économie. Si des gens ont envie de prendre des risques et ont envie de se casser la figure, bah, qu'ils se cassent la figure, mais que ça ne mette pas toute l'économie par terre. Donc c'est une aberration. On a en plus, je pense qu'il y a eu un très mauvais, ça remonte à assez loin, mais il y a eu un très mauvais signal, à mon avis, qui a été donné, et ça a été donné par M. Greenspan en 1998, quand il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais la chute de LTCM, qui était un hedge, qui était assez important, dans lequel il y avait absolument toutes les banques qui avaient une participation dans ce fonds. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez M. Greenspan, donc la Fed, qui est venu au secours des banquiers. Bon. Et là, à mon avis, ça a été le premier très mauvais signal, c'était de dire les petits gars, vous pouvez faire autant de bêtises que vous voulez. Nous, la Fed, nous sommes là pour assurer et pour vous assurer en cas de bêtises. Donc, ne vous inquiétez pas, papa sortira son chéquier et il fera en sorte qu'il n'y ait pas de défaut. Ben, quand vous assurez des gens comme ça, des banquiers, vous pouvez être sûr que vous allez droit devant les problèmes. C'est-à-dire que quand une personne se dit « je joue sur les marchés », si ça se passe bien, c'est pour ma pomme. Si ça se passe mal, bah, j'ai toujours un gars qui va venir me filer un coup de main pour pas que je saute. Bah, c'est la porte ouverte à tout, hein. C'est open bar pour tout le monde, donc on y va, et on y va franchement. Donc ça a été un super mauvais signal. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé en 2008? En 2008, pareil, les banques centrales sont venues au secours des banquiers en grande majorité, sauf d'ailleurs, ce qui était assez amusant, dans le pays le plus libéral au monde, puisque c'était l'Angleterre, où là, ils n'ont pas hésité une seconde à nationaliser certaines banques, mais on est venu à leur secours, et à ce moment-là, au lieu de négocier à ce moment-là
justement un retour au Glass-Steagall Act, etc., on les a sortis de l'eau, et une fois bien séchés, bien remplumés, etc., on leur a demandé, excusez-moi de vous déranger, mais si vous pouviez, dans votre grande bonté, accepter qu'un certain nombre de règles, alors évidemment, quand vous leur demandez ça, une fois ils ont repris un peu de poil de la bête, eh ben, ils vous disent non. C'est tout, non. Et puis après, ils vous font un espèce de chantage en vous disant attention, si vous m'embêtez trop, je ne finance plus l'économie. Donc à chaque fois, c'est assez amusant de voir les réunions qu'il y a, qu'on provoque avec les banquiers, parce que les banquiers disent toujours la même chose. Vous voulez réguler, vous voulez nous embêter, vous voulez nous empêcher de faire ceci ou cela. Bah écoutez, c'est très simple, on s'arrête de financer l'économie. Donc évidemment, les politiques à ce moment-là repartent avec leur train de mesure dans leur petite mallette en disant bah, excusez-nous de vous avoir dérangé. Voilà. Mais le simple bon sens dit que si vous voulez négocier avec quelqu'un, vaut mieux négocier avant de le sortir de l'eau qu'après, une fois qu'il est sec, parce que là, ça ne va pas du tout. Vous seriez en fait plus partisan d'une réglementation accrue pour encadrer les marchés? Mais il y a réglementation et réglementation, si vous voulez. Si c'est comme certains trucs que nous ont pondus les autorités à certains moments où, parce que tout d'un coup, le lobby bancaire avait décidé qu'il n'y avait pas le droit de faire des ventes à découvert sur les banques, hein, pas sur les autres, parce que les autres, elles n'étaient pas attaquées dans leur cours. C'était tout le marché qui baissait, mais ça, c'était pas grave. Mais en revanche, ça, c'est le genre de réglementation ou de changement de règles, si vous voulez, au milieu du jeu, qui est ridicule. Oui, c'est de la poudre aux yeux, parce que d'ailleurs, vous remarquerez qu'à partir du moment où on a interdit les shorts sur les banques, c'est là que ça a le plus baissé. Donc, curieusement, ça n'a pas servi à grand-chose. Mais c'est ridicule, ça, ce genre de choses. Mais en revanche, là où il y a quelque chose qui ne va pas, c'est d'adapter les règles sous pression des lobbies bancaires. Et là, ça ne va pas du tout. Que vous laissiez les marchés faire, moi je suis plutôt partisan de ça, parce que il faut savoir, enfin, ça de tout temps, hein, on a essayé de museler le marché, parce que le marché, un, c'est un contre-pouvoir, et deux, c'est quand même le thermomètre de ce qui se passe. Donc évidemment, les politiques ne sont jamais ravis quand il y a un thermomètre qui affiche qu'ils sont en train de faire des bêtises. Donc évidemment, on essaie de mettre en cause le marché. Vous remarquerez d'ailleurs que dans toutes les dictatures, le premier truc qu'on supprime, c'est les marchés. Hein. Donc c'est beaucoup plus facile. Et après, on peut travailler tranquillement, on va dire. Donc, je pense pas qu'il... Enfin, si, il faut empêcher certaines choses. Je pense que empêcher que les banques utilisent des effets de levier gigantesques, oui. Empêcher certains dark pools, oui. Aller taper sur les agences de notation, aucun intérêt. D'accord? Parce que les agences de notation, en général, elles arrivent après les marchés pour dire que... voilà, pour constater les dégâts, mais ça n'a jamais été la cause principale. Donc, limiter la titrisation, etc., oui. Mais enfin, je rappelle tout de même qu'il y a eu quand même des changements comptables qui ne sont pas franchement allés dans le bon sens. Quand en mars 2009, on autorise les banques à faire du mark-to-model, c'est-à-dire
à complètement ignorer le prix du marché et à dire moi j'ai acheté une obligation à 100, elle me sera remboursée à 100, donc je la mets à 100 dans mon bilan, quoi qu'il arrive, même si elle vaut 25 sur le marché, ce qui est quand même une aberration, parce qu'à partir de ce moment-là, ça permet aux banques de sortir les résultats qu'ils veulent, mais surtout du résultat fictif, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc vous ne savez pas quelle est la partie des obligations pourries qu'ils ont vraiment. Donc ça, par exemple, ça obscurcit un peu les choses et ça, en aucun cas, ça n'améliore la transparence. Bon, c'est pourtant les autorités de tutelle qui ont accepté ce genre de choses. Donc là, récemment, on a eu quand même des exemples qui nous sont venus des États-Unis et évidemment, les banques européennes ont sauté sur l'occasion, mais là, vous regardez dans les résultats des banques, on leur a permis, hein, donc elles y vont, mais c'est ça qui est ahurissant, c'est qu'aujourd'hui, on leur permet de faire une sorte de plus-value fictive qui arrange quand même beaucoup leurs résultats, en faisant du mark-to-model à l'actif et du mark-to-market au passif, avec un espèce de principe complètement ahurissant où une banque émet une obligation à 100, d'accord, parce qu'elle a besoin d'argent, donc elle émet une obligation à 100 sur le marché. Comme elle ne va pas très bien, que les gens ont un peu peur de la banque, l'obligation baisse et vaut, je vous dis n'importe quoi, 50 sur le marché. Et donc le banquier dit, ben, moi finalement j'ai vendu une obligation à 100, si je la rachetais, je ne la rachète pas, mais si je la rachetais, je la rachèterais 50, donc je fais 50 de plus-value, donc je marque 50 de plus-value dans mon résultat. Si ce n'est pas de la plus-value fictive, je ne sais pas ce que c'est, parce qu'il va la rembourser à 100 quand même, son obligation. Hein, donc, si ce n'est pas de l'obligation, si c'est pas de la plus-value fictive, je ne sais pas. Et c'est parfaitement légal, c'est-à-dire que personne ne dit quoi que ce soit. Et ça permet aux banquiers de sortir un résultat qui a l'air tout à fait positif, alors qu'il est en réalité tout à fait négatif. Bon, donc voilà, ça, c'est vraiment de la régulation dont il faudrait s'occuper, plus que d'aller s'occuper de savoir si une agence de notation a le droit de rendre sa décision à 17h30, comme il nous avait fait une fois, ou à 17h35 après les marchés. Enfin, tout ça, c'est des trucs qui sont quand même un joli écran de fumée pour donner l'impression qu'on s'occupe des choses alors qu'on ne fait rien d'efficace. Donc à un niveau supérieur, diriez-vous qu'il y a trop d'État, pas assez d'État, ou un mauvais État? Non, enfin, je suis ni partisan du trop d'État, ni du pas assez d'État. Donc ça serait plutôt la troisième réponse si je devais faire un QCM, mais non, enfin, je veux dire, c'est vrai que vous avez des politiques normalement, enfin, notamment aux États-Unis, qui sont visiblement tout à fait inféodés au marché et enfin, surtout aux principales banques de marché. Mais je veux dire, c'est pas une question je pense qu'il faut, à certains moments, oui, il faudrait que l'État ait le courage de réagir et d'installer des règles, s'il le faut, tout à fait sans demander leur avis aux banquiers, mais juste des principes de bon sens et d'honnêteté, quoi. C'est pas, on ne demande pas des choses incroyables, enfin, mais
qu'on ait des comptes qui veulent dire quelque chose, qu'on ait voilà, donc et pas sans arrêt ces espèces de montages improbables, de camouflage des chiffres, etc. Donc ou changement de règles pour faire apparaître un chiffre un peu meilleur que ce que les gens attendaient. Enfin, tout ça, c'est du... on vous dit, ah mais oui, mais la France n'est pas très endettée. Enfin bon, c'est parfaitement qu'on ne compte pas les déficits sociaux, qu'on ne compte pas, etc., qu'on crée des agences à droite, à gauche pour aller mettre de la dette. Bon, ok, d'accord, enfin la dette, elle est là, donc il faudra bien à un moment ou à un autre la rembourser. Or, les gens oublient souvent que quand on parle de la BCE qui va mettre des milliards, quand on parle de l'État qui va donner des milliards, etc., enfin, l'État, c'est nous, hein, c'est pas autre chose. C'est les contribuables européens qui, en ce moment, mettent la main à la poche pour que tout ce petit monde puisse continuer à exister. Donc, et ça, souvent, on voit les gens qui vous disent « Oh, c'est bien que les États français, allemands soient solidaires avec les Grecs, mais on a envie de leur dire « Oui, mais vous êtes solidaires avec les Grecs ah oui, mais non, mais moi, ça ne me concerne pas. Oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même vous. » Donc, il faut arrêter de penser... c'est comme quand on dit les marchés. Les marchés, c'est qui? C'est tous les investisseurs qui achètent, qui vendent des actions. C'est pas une espèce d'entité, c'est pas un ectoplasme, le marché. L'État non plus. C'est vous, c'est nous. Et donc, en ce moment, je trouve qu'il y a un peu trop de gens qui jouent avec nos sous, qui jouent avec notre épargne, avec une légèreté qui me paraît dangereuse. Voilà. De manière générale, quand on est vu par le mot crise, on parle beaucoup de crise de civilisation, crise économique et financière, est-ce que tout cela paraît se doubler par d'autres problèmes de fond? Pensez-vous éventuellement que ces problèmes soient plus importants, voire jouent un rôle causal de crise? Je crois que non, on va avoir des problèmes de société, etc., parce que l'économie joue. Si vous ruinez des pays, si vous, à un moment, parce que vous ne pouvez plus, vous ne remboursez plus vos dettes, etc., si vous avez, on l'a vu aussi, des prix, notamment alimentaires, qui explosent à la hausse, ça crée réellement des tensions. Ça a commencé dans les pays d'Afrique du Nord. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une population qui est jeune. Et c'est en général les jeunes quand même qui se rebellent, plus que les grands-mères. Et parce que aussi, il y en a plein qui avaient plus à manger. Hein. Des dictateurs, ils en avaient depuis des années. Hein. Ils n'avaient pas de raison spécialement de bouger maintenant. Mais il y a un moment où, quand vous avez faim, et quand on vous tape un peu trop sur la tête, ça vous énerve. Bon, c'est aussi ce qui se passe en Grèce. Il y a des émeutes quand même assez fréquentes. Pourquoi? Parce que quand on vous tape sur la tête, au bout d'un moment, ça vous fatigue. Voilà, donc c'est vrai que la crise économique, que quand vous avez 25% de chômage dans une population, quand vous avez les gens qui n'ont plus de sous, qui en ont marre, qui n'ont plus de boulot et sur qui on tape, il faut s'attendre en effet à ce que ces gens-là se rebiffent un peu, voire beaucoup. Lors d'une de vos prestations sur BFM, vous avez pronostiqué que nous allions en prendre pour 10 ans de crise. Pour vous, est-ce qu'il s'agit simplement d'une image? Parce qu'il semble assez difficile de prévoir précisément ce qui va... Oui, non, c'est une image, je n'ai pas dit 10 ans, enfin j'ai dit 10 ans comme j'aurais dit 8 ans, comme j'aurais dit 15 ans, mais
Oui, c'est une image, c'est-à-dire que, en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle, même si on arrive aujourd'hui dans la période de Noël, le Père Noël ne va pas arriver et régler tous les problèmes. Donc ça, faut se faire une raison. Malheureusement, les miracles en économie, ça ne marche pas. Et puis il y en a très peu. Donc voilà, il n'y a pas de miracle. Quand vous avez une dette, que vous ne pouvez pas la rembourser, pourquoi vous ne pouvez pas la rembourser? Parce que il y a un moment où vous allez être obligé de faire des budgets, de mener une politique qui va être une politique récessive. D'accord? On le voit dans tous les pays qui ont commencé. La Grèce, c'est récessif. L'Espagne, c'est récessif. L'Angleterre, c'est récessif. Et si on fait les choses pour pouvoir, ne serait-ce que payer les intérêts, même pas de rembourser la dette, vous avez des budgets qui ne sont pas, ça c'est assez facile à comprendre, qui ne sont pas très expansifs, mais des budgets qui sont récessifs. Parce qu'on coupe les coûts, parce qu'on vire du monde, parce que quand on arrive au stade de la Grèce, on vire des fonctionnaires. À partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de moins en gens qui ont des salaires, donc qui consomment moins. Enfin bon, c'est une espèce de fuite en avant qui fait que quand vous avez des budgets récessifs, vous avez une récession, et que quand vous avez une récession, il y a moins d'argent qui rentre. Et comme il y a moins d'argent qui rentre, vous ne pouvez pas rembourser même pas rembourser vos emprunts, vous ne pouvez pas payer les intérêts de l'emprunt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les ans, vous rajoutez un peu plus d'emprunt. Bon. Et donc, il y a un moment où, qu'est-ce qui va se passer? Vu que c'est une espèce de boucle sans fin, soit vous en prenez, en effet, pour 10 ans, j'ai dit 10 ans, c'est un exemple, ça peut être 15, soit vous en prenez pour 15 ans parce que vous tournez en rond, donc, et il y a un moment où, au final, la seule solution sera quoi? Ça sera d'aller trouver votre créancier en disant je ne rembourse pas. Bon. Et donc, alors... On va lui dire droit dans les yeux. Hey, quand c'est la Grèce, je dirais, bon, à la limite, c'est comme quand ça a été l'Argentine, c'est pas... bon. Sauf que quand ça va être les États-Unis, l'Espagne, l'Europe, etc., ils vont aller voir qui? Ils vont aller voir les Chinois, ils vont aller voir les Arabes du Golfe qui ont investi leurs pétrodollars en trésoreries, etc. Donc ils vont leur dire, et puis ils vont aller voir les Américains, par exemple, et ils vont leur dire on ne vous rembourse pas. Bon. Moi, je pense que ça peut en énerver beaucoup. Voilà, c'est tout. Donc, après, me demandez pas ce qui va se passer, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Simplement, je dis, quand vous en arrivez à cette situation-là, vous vous retrouvez face à des gens qui sont déjà au 36e dessous et vous leur dites tiens, on vous a emprunté de l'argent mais on ne va pas vous rembourser. Je pense que ça peut très mal se passer. Voilà. Alors quand c'est en interne, ça s'appelle des émeutes, une guerre civile, tout ce que vous voulez, et quand c'est à l'externe, ça peut aller jusqu'à la guerre. Parce que et c'est normal, enfin je veux dire, il y a aujourd'hui, on a, depuis là, 3 ans maintenant, on n'a jamais essayé à aucun moment de régler le problème. On a essayé de le déplacer, on a essayé de le camoufler, on a essayé de faire de la cavalerie, on a essayé de continuer à fuir en avant. On s'est jamais arrêté en se disant ouais, notre position là, c'est une position dogmatique où il n'y a jamais un pays qui sortira de l'euro, etc. C'est quoi? Ou est-ce qu'on essaie de réfléchir à est-ce que finalement c'est si gravé dans le marbre que ça? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'imaginer autre chose? Non, personne n'a essayé d'imaginer autre chose. On a foncé dans ce dogme depuis le début en disant
voilà, aucun pays ne sortira de l'euro, c'est comme ça, c'est pas autrement, etc. Bon, bah, on en paye le prix. Et les Américains aujourd'hui, là c'est pour l'Europe, les Américains aujourd'hui continuent à payer le prix d'une monétisation à outrance, de la politique de la planche à billets de M. Bernanke, dont on sait pertinemment qu'elle ne marche pas, enfin bon, il y a des gens qui y croient encore. Et voilà, donc, et on n'essaie pas autre chose, on n'essaie pas de réfléchir à autre chose, on fonce là-dedans, et alors qu'on a quand même des exemples flagrants, comme quoi ça ne marche pas. Mais on insiste, on persiste dans l'erreur. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un moment aussi où c'est vrai que c'est pas facile, vous ne pouvez pas aller dire à votre population, bah d'abord, j'ai fait une énorme bourde, je ne peux pas la rattraper, je ne peux pas vous rembourser, et malheureusement, il va falloir que je plonge le pays dans la récession pendant les 10 prochaines années. C'est pas facile à vendre. Donc, vous essayez de tenir le plus longtemps possible en faisant croire que tout va bien. Compte tenu de la situation américaine qui est assez grave, vous venez de rappeler, est-ce qu'on ne doit pas davantage s'attendre à un effondrement du système économique à travers un effondrement du dollar plutôt qu'à travers un effondrement de l'euro? Oui, enfin, c'est ce qu'il voudrait bien. En fait, aujourd'hui, je pense que le jeu, c'est ne pas s'écrouler en premier. Voilà. Donc, je pense qu'ils adoreraient voir l'euro s'écrouler avant le dollar. Et donc, ils font tout pour être les derniers vivants. Parce que ça, je pense que l'euro était la seule monnaie qui finalement est arrivée pas à concurrencer le dollar, mais quand même à être une alternative crédible pour les marchés, malgré le fait qu'il y avait quand même je dirais des erreurs flagrantes de montage dès le départ. Pour moi, l'Irlande n'avait rien à faire dans l'euro, la Grèce n'avait rien à faire dans l'euro. Vous ne pouvez pas faire rentrer dans l'euro des pays qui sont si différents, avec une économie. C'est quoi l'économie de la Grèce? C'est l'huile d'olive et la feta, ça fait pas lourd quand même. L'Irlande, c'était pas une économie, c'était un truc. Le cas de l'Irlande est assez extraordinaire puisque. Tigre sceptique. Mais ça n'avait rien d'un tigre, c'était un chaton. Puis un chaton gouttière, complètement déplumé. L'Irlande, c'était quoi? Enfin, c'était un pays qui était excessivement pauvre. On a collé là-dessus un modèle économique qui n'en est pas un, qui était. Écoutez, chez vous, les entreprises paieront 10% ou 12% d'impôts, pendant que partout ailleurs, en Europe, elles paieront 35%. C'est pas un modèle économique en soi. D'abord, maintenant, les gouvernants qui s'attaquent aux paradis fiscaux, ils en ont fait un, ils en ont fabriqué un. Paradis fiscal, ils l'ont mis en Europe en plus. C'était vraiment d'une bêtise crasse. Ben oui, mais c'est passé. Donc, l'euro avait été mal né, on va dire. Était mal né, donc, comme toutes les choses mal nées, on pouvait penser qu'à un moment ou à un autre, ça allait exploser en vol. Mais ça a constitué quand même, depuis un petit moment, une alternative crédible. Et ça, je pense que ça a un peu chatouillé les Américains, que là, ils ne boutent pas leur plaisir, on le voit tous les jours. Donc, si jamais ils peuvent nous faire sauter avant eux, ça ne sera pas plus mal, donc, je pense, dans leur esprit. Donc, voilà, maintenant,
est-ce que ça commencera par le dollar ou est-ce que ça commencera par l'euro? J'en ai aucune idée. Je pense que les deux régions sont dans une situation qui est de toute façon assez inextricable et que ça se terminera mal pour ces deux continents. Donc voilà, après, vous savez, essayer de prévoir quel est le premier qui va sauter, j'en sais rien. Vous voyez un effondrement général? Il y a un moment, oui, où je vois les États-Unis qui sont quand même très mal embarqués, et je vois l'Europe qui est quand même très mal embarquée, et je vois le Japon qui est enfin lui encore plus mal embarqué. Et donc, d'où va venir la croissance, quoi? La Chine est dans un état qui n'est pas aussi bon qu'il n'y paraît, avec une bulle immobilière gigantesque, avec des banques qui sont bourrées de créances pourries, avec une inflation notamment alimentaire qui les gêne beaucoup, avec des centaines de millions de Chinois qui partent des campagnes et qui vont dans les villes où ils ne trouvent pas de boulot. Enfin, oui, il y a des problèmes en Chine, il y a des graves problèmes en Chine, et puis le principal problème des Chinois, justement, c'est le dollar, parce qu'il se trouve qu'ils en ont un peu trop, et que ça vaut plus grand-chose, donc et qu'ils détestent être payés en billets de Monopoly, ce qu'il faut comprendre, hein, c'est pas... Et donc, oui, les Chinois sont pas bien, et sachant aussi qu'aujourd'hui, alors je dis pas que la situation ne va pas évoluer et ne changera pas, mais aujourd'hui, c'est les pays occidentaux qui consomment les produits chinois. C'est pas le contraire. D'accord ? Le marché intérieur chinois n'est pas suffisamment fort, important, pour remplacer ce que leur achètent les États-Unis et l'Europe. Donc aujourd'hui, les Chinois sont encore, j'ai bien dit encore, fournisseurs de l'Europe et des États-Unis. Donc si vous avez un ralentissement très fort aux États-Unis et en Europe, il y aura des conséquences sur la Chine. Ça a été cette fameuse, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, cette fameuse théorie du découplage qui était grotesque, où tout le monde nous rebattait les oreilles en nous disant « mais la Chine va compenser tout ça et va nous tirer, etc. » Ouais, on a vu comment elle nous a tiré, la Chine. Donc, vous ne pouvez pas avoir... De toute façon, je crois que ça, c'est encore une illusion des analystes et des économistes. Vous n'avez jamais un développement qui se fait de façon linéaire. Bon. Donc, il y a des cycles. Il y a des cycles économiques, il y a des cycles... et vous ne pouvez pas avoir... et pourtant, Dieu sait que tous l'ont fait. Nous annonçons en 2000 pour 2010 une suprématie chinoise totale, etc. On a bien vu que ce n'était pas ça. Pourquoi ? Parce qu'aucun pays ne se développe de façon linéaire. Voilà. Vous avez des accidents de parcours, vous avez des tensions qui sont créées par le développement des Chinois, vous avez une tension des matières premières en 2008, notamment du pétrole, vous avez eu des tensions sur les prix, vous avez eu une inflation là-bas et ailleurs sur le prix des autres matières premières, pas que le pétrole. Donc ça entraîne des tensions dans les autres pays et ça entraîne des ralentissements, des récessions, etc. Donc vous n'avez jamais de développement qui soit linéaire. Donc il y a un moment où vous avez des fractures. Qu'est-ce qui se passait avant ? Vous aviez des cycles jusqu'à présent qui étaient assez bien maîtrisés, des cycles économiques qui étaient que vous aviez une période de croissance. Ensuite, cette période de croissance et cette croissance entraînait des tensions sur le marché de l'emploi, parce que vous étiez en plein emploi, tensions sur le marché de l'emploi, tensions sur
les marges des entreprises qui commençaient à plafonner, vous aviez des tensions sur le prix des matières premières, vous avez des tensions sur les prix tout court, autres que enfin, les prix des produits finis. Et à ce moment-là, les banques centrales jouaient leur rôle, c'est-à-dire qu'elles fermaient un peu le robinet du crédit, elles montaient les taux d'intérêt, elles essayaient de calmer les choses, de calmer les tensions. Vous aviez un espèce d'arrondi, un espèce de plateau sur la croissance, et puis petit à petit, à force de serrer les boulons, vous aviez une période où ça se détendait, où les entreprises licenciaient, où vous aviez les prix qui se détendaient, et vous alliez jusqu'à une récession, et là vous aviez les entreprises les plus faibles qui déposaient le bilan, vous aviez quelque chose qui était sain parce que ça assainissait la situation. Et ensuite, vous aviez vous aviez pendant cette période-là, vous aviez les banques centrales qui desserraient les taux, c'est-à-dire le L apostrophe et taux, et en baissant, en facilitant à nouveau le crédit, en baissant les taux d'intérêt, etc. Et à ce moment-là, vous avez le cycle qui serait inversé et qui repartait. Bon. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, d'abord, quand Bernanke est arrivé, il a arrêté de monter les taux, donc au lieu de continuer, je vous rappelle que les 2/3 des subprimes ont été fabriqués entre le deuxième semestre 2006 et le premier semestre 2007, hein, donc c'était très tard. Ça ne veut pas dire pour ça que s'il avait continué à monter les taux, il n'y aurait pas eu de subprime, mais peut-être que la crise aurait été moins forte que ça, puis en plus il se serait donné de la marge pour les rebaisser derrière les taux. Là il les a laissés en bas, et en plus de ça, quand ça a commencé à aller vraiment mal, quand ça a commencé plutôt à être en surchauffe, c'est-à-dire mi-2007, au lieu de serrer un peu les boulons à ce moment-là, il a ouvert les vannes en grand. Donc il y a un moment où, et à chaque fois qu'il y a le moindre problème, Bernanke, réaction, il ouvre les vannes. Bon, donc il y a un moment où forcément, si vous voulez, à force d'ouvrir les vannes dans un tuyau qui ne peut malheureusement en accepter que beaucoup moins de débit, forcément il vous arrive des soucis derrière. Vous regardez aujourd'hui, il y a un graphique qui est très parlant, qui est le graphique de l'émission de monnaie, ou de la masse monétaire globale, si vous voulez, par rapport à la croissance des pays, croissance mondiale. Et vous voyez que jusqu'à assez récemment, jusqu'à un petit peu avant 2007, vous aviez une croissance qui était assez bien corrélée, une croissance monétaire qui était équivalente à la croissance économique. Et puis tout d'un coup, vous avez la croissance monétaire qui monte au plafond et une croissance économique qui continue à être flat, voire en baisse sur les dernières années. Donc ça ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas... là, vous créez une surproduction de monnaie et qui est excessivement dangereuse par rapport à une croissance qui, elle, continue son petit bonhomme de chemin, mais très très en dessous de ce qui a toujours été admis comme une règle, mais comme une règle de bonne gestion. Voilà. Vous venez de parler du pétrole. Que pensez-vous des différents pics que l'on évoque sans cesse? Le pic pétrolier, pic de l'uranium, pic des matières premières, voire le pic démographique, ou bien même le pic agricole?
sur les matières premières, il y a deux choses, si vous voulez, et notamment sur le pétrole et sur les matières premières agricoles. Moi, je pense que les QE, les quantitative easing de M. Bernanke et consorts, puisque la Banque d'Angleterre fait la même chose et l'Europe s'apprête à suivre. Je pense que quand vous donnez des surliquidités comme ça, ces surliquidités vont se placer sur certains supports et qu'elles créent des bulles et que donc vous avez la hausse des matières premières alimentaires. C'est pas parce que tout d'un coup tout le monde s'est mis à manger la même chose, c'est en grande partie aussi à cause de cette surliquidité qui fait que cette surliquidité elle va se placer quelque part et elle va se placer entre autres là-dessus. C'est un effet spéculatif en somme. Oui, tout à fait. Et donc là-dessus vous avez réellement, enfin il suffit de voir d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est les contrats à terme, les contrats futurs et la matière première cash, les volumes. Et tout d'un coup, vous voyez, quand vous mettez ça en parallèle avec, je vous dis, les quantitative easing, notamment américains, puisque c'est quand même eux qui impriment le plus là-dessus. Donc, vous voyez un espèce de décollage très important en quantité de contrats futurs traités à partir du moment où les quantitative easing sont apparus. Donc ça veut dire quoi? Si on fait un parallèle, on peut quand même dire que c'est pas tout d'un coup la population qui s'est mise à manger plus de riz ou plus de blé ou autre, c'est simplement parce que on est allé jouer sur les futurs et pas donc sur la matière première elle-même, on est allé jouer sur les futurs et ça a fait monter les prix. Donc alors maintenant sur le pic pétrolier, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est assez facile à deviner au niveau géopolitique, c'est que le continent, l'Afrique du Nord plutôt, avec ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Pakistan, etc., qui n'a jamais mieux pensé son de hier que maintenant, on voit très bien qu'il y a une vraie montée du risque là-bas et que donc, évidemment, ça entraîne le pétrole à la hausse. Vous avez quand même plein de problèmes qui n'ont pas été réglés. L'Iran veut se doter de l'arme nucléaire. Beaucoup de pays autour, dont l'Israël, n'apprécient pas tellement de voir des mollahs iraniens se doter de l'arme nucléaire parce qu'ils trouvent ça dangereux. On trouve ça aussi assez dangereux, je pense, partout. Quand on voit les déclarations d'Amin Jamena, on peut quand même se poser des questions. Donc voilà, donc forcément, si vous avez des tensions comme ça au niveau géopolitique, il faut s'attendre à ce que le pétrole continue de monter. Maintenant, vous avez un autre phénomène qui va peser dans le sens contraire, qui s'appelle la récession. Et la récession, forcément, amènera une moindre tension sur les matières premières et les fera baisser. Mais il faut attendre un petit peu que la récession se manifeste plus. Voilà. Mais là, c'est pas étonnant en ce moment, quand on voit la tension qu'il y a quand même ces dernières semaines
passablement augmenté. Dans ces pays-là, voir le pétrole monter, oui. Et qui dit pétrole en hausse, dit quand même son prix qui va peser sur la croissance parce que, enfin bon, comme on est déjà à zéro, ça pèsera pas trop. Mais voilà, donc forcément, oui, ça pèse. Forcément, oui, ça pèse. Votre collaborateur, je crois, oui. Aurélien ? Dans une période préélectorale qui, a priori, sera importante non seulement pour la France, mais également pour l'ensemble de l'Union européenne. Il y a des alternances qui sont prévisibles. Les vainqueurs potentiels de différentes élections ne sont pas vraiment assurés d'un franc succès pour résoudre les difficultés quotidiennes des Français, notamment. Nicolas Dose évoquait cette semaine le déni de démocratie de la future Europe. Est-ce que pour vous, ces élections ont encore un sens ? Écoutez, oui, en un sens, de toute façon il y a des élections, donc elles se dérouleront. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui va sortir de ces élections? J'en ai absolument aucune idée. Je n'ai pas l'impression comme ça, même si je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un politique et que donc je n'avais pas forcément mon avis à donner là-dessus. Je crois que de toute façon ça dépasse largement les politiques français et même européens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une telle situation que je ne vois pas très bien comment, de toute façon, on puisse, qui que ce soit, trouver une solution. Il n'y a pas de solution miracle, donc vous pouvez mettre n'importe qui à la tête de la France, ça ne changera strictement rien. Vous avez un état de fait qui est un état de fait mondial. Et donc aujourd'hui, je ne vois pas qui, d'un coup de baguette magique, pourrait nous faire disparaître notre dette. Ni la dette américaine, ni la dette espagnole, ni la dette grecque, ni la dette... Donc vous pouvez toujours mettre qui vous voulez, ça ne changera pas grand-chose, à mon avis, parce que c'est très au-dessus de ça. Aujourd'hui, qui que ce soit arrive à la tête du pays, l'état des pays est tel et la marge de manœuvre est tellement réduite que ça ne sert à rien. Je vous ai dit, j'ai dit sur BFM il y a quelques semaines que aujourd'hui vous étiez dans un avion, dans une voiture à 300 km/h et vous étiez à 3 mètres du mur, bah, vous changez le pilote, ça ne va pas vous changer grand-chose. Il aura beau tirer sur le manche ou tourner son volant, de toute façon le mur il va le prendre. Donc je ne vois pas très bien ce que ça va changer, parce qu'aujourd'hui, on a fait des erreurs, ces erreurs sont irrattrapables, et on a laissé les choses aller beaucoup trop loin à mon avis, et puis donc voilà, il va falloir les régler, et moi franchement, je serais eux, je ne serais pas pressé du tout de prendre le poste, parce que ça va juste être un cauchemar, quoi. Voilà, mais je me battrai en aucun cas pour ce genre de sport, parce que ça risque vraiment d'être compliqué. Donc voilà, après, honnêtement, c'est pas mon rôle d'aller distribuer des bons points ou des mauvais points, d'abord parce que j'ai aucune légitimité à le faire, et qu'en plus, ça ne m'intéresse pas beaucoup, et je vous dis, qui que ce soit, le pilote ne peut rien faire. Voilà, on est beaucoup trop près du mur. Au titre des solutions, on a également évoqué ces derniers temps l'émergence d'un club de super européens pour sauver le concept de zone euro, en permettant notamment l'émission d'eurobonds qui soit crédible afin de trouver preneur sur les marchés. Cette tentative de vente de la dette consolidée vous paraît-elle une bonne solution
ou bien encore s'agit-il d'un mirage? Non, mais c'est encore une fausse solution, quoi. C'est-à-dire, on rajoute de la dette à de la dette, et puis on dit, ah bah tout va bien. C'est-à-dire, c'est quand même curieux cette espèce de volonté ou cette espèce de, je trouve pas le mot, d'obsession ou de persistance de régler un problème par là où il est arrivé, c'est-à-dire... C'est un peu homopathe, en fait on soigne le mal par le mal. Oui, bah c'est ça, oui. Alors on dit bien que le lendemain d'une cuite, il faut recommencer avec ce qu'on a quitté la veille, mais enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs du bien fondé de cette histoire, et donc voilà, enfin, vous ne pouvez pas, d'abord, ça veut dire demander à certains pays de payer le double, voire 2 fois et demi le taux actuel, d'accord, qui paye, notamment je pense à l'Allemagne, je ne vois pas pourquoi les Allemands accepteraient de payer 5% alors qu'aujourd'hui ils peuvent payer 2%. Ils ont fait des réformes, ils se sont serrés la ceinture à un moment, et aujourd'hui vous leur dites bah non les gars c'est pas suffisant, il va falloir que vous payiez pour les autres. Non, il y a un moment où le peuple allemand voudra pas, et c'est bien logique d'ailleurs. Et nous, si on nous demandait notre avis, on ne voudrait pas non plus d'ailleurs. On est sans arrêt. C'est quoi cette histoire de mutualisation tout le temps? Et je vous dis de rajouter de la dette à de la dette. Quand vous avez quelqu'un qui est surendetté, le premier réflexe que vous avez, c'est bien d'annuler une partie de sa dette. C'est pas de lui en remettre encore un peu plus, histoire qu'il puisse encore moins payer. C'est ridicule comme raisonnement. Enfin, donc, moi, les eurobonds, alors maintenant, il y a toutes les solutions qui fleurissent. On va faire un grand emprunt auprès des Français. Tout ça, c'est quoi? C'est quand même rajouter de la dette à de la dette. Bon, bah, je ne suis pas sûr qu'un problème de dette, qui est vraiment un problème mondial, se règle par l'émission de nouvelles dettes. Je ne comprends pas, alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe et que je suis pas assez européen ou gentil pour payer pour tout le monde, mais non, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc qui va pas, et c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Il y a un moment où il faut accepter de payer les additions. Vous ne pouvez pas sans arrêt repousser, mutualiser, remettre, etc. en vous disant de toute façon, faut gagner du temps. Le temps, ça coûte cher, et ça coûte de plus en plus cher. Et donc, après, vous arrivez à un point où c'est tellement gros qu'on ne peut plus rien faire, on est paralysé, donc on fait des espèces de petits ersatz de solutions, mais qui ne règlent rien. Donc voilà, enfin, regardez ce qui s'est passé avec la Grèce. Avec la Grèce, ils ont 145% de dette. Bon, par rapport au PIB. Là-dessus, moult négociations, etc. On arrive à un moment où on dit, ok, on va faire participer la sphère privée au haircut, enfin, à la réduction de la dette, et donc on décide que les banques vont effacer la dette à 50% dans leur livre. Bon. Mais, à ce moment-là, M. Trichet fait des grands signes partout et dit partout « Ah mais non, on ne peut pas faire de haircut sur la Grèce. » Pourquoi on ne peut pas faire de haircut sur la Grèce? Les banquiers, oui, mais nous, non. La BCE, non. Et pourquoi? Tout simplement parce que la BCE a racheté des obliges grecs à tour de bras, a donné de l'argent frais aux banques grecques à tour de bras, a récupéré donc des collatéraux qui étaient des obliges grecs à tour de bras,
et que la Grèce a, enfin que la BCE a 44, certains disent 50, peu importe, 50 milliards de dette grecque en direct, et ils ont entre 140 et 150 milliards de collatéraux. Ça fait 200, ça fait 190. Bon. Vous êtes à 190 milliards de dette. Si vous faites un haircut de seulement 10%, il y a 13 milliards de fonds propres à la BCE, il y a la BCE qui saute. Ça fait désordre quand même, ça ne fait pas propre. Bon. Donc évidemment, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit, seules les banques prendront les 50% d'haircut. Seulement les 50% de haircut. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand on analyse un peu les choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est principalement les banques grecques qui sont les plus concernées. Elles sont déjà pas très bien, mais alors en plus, elles vont être obligées de faire un haircut sur des dettes qu'on les a quasiment obligées d'acheter. Donc, elles font un haircut de 50%. Résultat, elles sont en faillite. Résultat, c'est l'État grec qui les reprend, qui les recapitalise pour empêcher la faillite totale du système. Et donc, l'État grec se réendette pour pouvoir recapitaliser les banques et que tout le système ne saute pas. Et donc, vous avez la dette grecque qui était passée de 145% à 125%, puis qui remonte instantanément à 145%. Résultat de l'opération, brillant. Fabuleux. Donc, il faut à un moment arrêter cette espèce de fuite en avant qui fait que, alors toujours sur les mêmes principes, hein, après ça devient too big to fail partout, quoi. Mais il faut arrêter ça parce que ça coûte de plus en plus cher. On continue à amasser des dettes, des créances pourries, etc. Et toujours la même chose. Il y a un moment où il va bien falloir qu'on accepte de faire des haircuts partout, qu'on accepte de rembourser les dettes, parce que sinon, on ne peut pas continuer comme ça sans arrêt. Alors, vous avez des gens qui disent, mais c'est pas grave, on monétise, on imprime. Oui, d'accord, ça a une contrepartie. Je pense qu'il n'y a jamais de contrepartie à rien. Donc, ça y est, il y a un problème, vous descendez à la cave, vous lancez les imprimantes, vous sortez de l'euro, vous sortez du dollar, et puis, de toute façon, il ne va rien se passer. Ben si, vous avez une contrepartie. Vous avez une contrepartie, c'est soit la dette, soit une hausse des taux, soit une baisse, un effondrement de la monnaie. Enfin, il y a un prix à payer. À chaque fois que vous faites une action, à chaque fois que vous agissez sur la masse monétaire, sur le taux d'endettement d'un pays, vous avez des conséquences. Et là, tout se passe comme si les gens croyaient qu'il n'y a aucune conséquence à rien. Ben si, il y en a. Voilà. Il y avait des gens qui aussi croyaient que tout ça c'était de la macroéconomie, tout ça c'était un problème de dette, mais que ça ne toucherait pas les entreprises. Ben si, ça les touche. Parce qu'une entreprise, c'est pas un poisson rouge dans un bocal qui ignore complètement ce qui se passe autour du bocal. Les choses qui se passent autour du bocal influent sur le milieu de l'entreprise. Donc forcément, ça va à un moment ou à un autre influer sur les résultats, influer sur la croissance, influer sur... Et donc, il ne faut pas croire que, je vous dis, tout va se régler d'un coup de baguette magique et que tout d'un coup, on va se retrouver avec une belle croissance devant nous, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Certains économistes énoncent l'hypothèse d'une solution par la sortie de l'euro. Est-ce que ça vous paraît crédible? La sortie de qui? Certains pays. Vous avez plusieurs, à mon avis, vous avez plusieurs solutions. Vous avez soit vous avez les pays qu'on appelle les PIGS qui sortent de l'euro, enfin ceux qui sont en difficulté qui sortent de l'euro. À ce moment-là, en fait, l'euro deviendra de plus en plus un Deutschmark, hein, puisque si vous coupez la jambe gangrénée, vous avez des chances de vous en tirer à peu près.
Donc, ça peut être une solution. Maintenant, c'est des solutions politiques. Hein. J'ai pas à mettre une probabilité plus qu'une autre sur toutes les solutions. Vous pouvez aussi avoir l'Allemagne qui à un moment dit écoutez, on voulait jouer entre vous, hein, et puis nous on sort. Alors ça, j'entends beaucoup que c'est pas possible parce que l'Allemagne exporte beaucoup en Europe et si elle sortait de l'euro, ben, ça serait une catastrophe. Je rappelle seulement aux économistes qui n'arrêtent pas de répéter ça que l'Allemagne a vécu avec la monnaie la plus forte du monde, qui était le Deutschmark, pendant des années, que ça ne l'a pas empêché d'exporter, et que tout allait bien. Donc je pense qu'elle est prête à recommencer ça. Et puis en plus, là aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que le noyé risque d'entraîner le sauveteur au fond. Les noyés sont de plus en plus pesants et de plus en plus nombreux, et le sauveteur est de plus en plus seul. Hein. Donc il ne faut pas croire non plus qu'en Allemagne tout va très bien, Madame la Marquise, c'est pas vrai. En Allemagne, vous avez des banques qui sont pas bien, vous avez un ralentissement de la croissance et d'ores et déjà un ralentissement des exportations, puisque les autres pays sont en récession. Donc, vous avez un ralentissement de fait. Vous avez des landeurs qui sont très endettés et qui ont des problèmes aussi. Enfin, je veux dire, la situation, elle n'est pas rose complètement en Allemagne. Donc, quand vous avez quelqu'un qui est immensément riche, etc., vous pouvez lui demander de sortir quelques billets de sa poche pour vous aider. Quand ça commence à aller mal chez vous, quand vous commencez à avoir des difficultés financières, etc., on peut difficilement aller vous demander de non seulement d'aider votre population à vous, et en plus d'aller aider celle des autres. Parce que ça n'a plus de fin, et donc forcément vous vous fâchez avec quelqu'un. Hein, donc il se trouve que ça se voit d'ailleurs, parce que quand même à chaque élection, Madame Merkel, elle a perdu. Hein, donc ça prouve quoi? Ben, ça prouve que les Allemands en ont peut-être un peu marre de payer pour tout le monde. Voilà, donc vous pouvez pas... je vous dis, quand tout va bien, vous pouvez demander à quelqu'un d'aller faire un effort pour le petit camarade de jeu d'à côté. Bon. Mais quand vous commencez à avoir des difficultés, quand vous commencez à avoir du mal à exporter, à avoir des problèmes d'endettement, etc., quand on vient vous demander de régler vos problèmes, et qu'en plus il faut régler les problèmes du camarade de jeu, qui lui n'a fait absolument aucun effort depuis des années, c'est la fable de la cigale et la fourmi. Hein. Donc il y a un moment où vous coincez un peu. Donc là, nous, les Français, on fait des salam-alek parce que peut-être qu'on va perdre notre triple A, peut-être qu'on ne l'a pas encore perdu, etc. En fait, ça fait un moment déjà qu'on l'a perdu, mais en tout cas dans les faits, dans les marchés. Mais attention, quand on va le perdre officiellement, je rappelle quand même que les mécanismes d'aide, la France y participe pour une trentaine de %, et que c'est soumis à son triple A. Si elle perd son triple A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Allemands vont être tout seuls à payer pour tout le monde. Pas sûr que ça dure très longtemps. Alors, en guise de conclusion à cette interview, comment voyez-vous l'avenir à moyen terme? Je pense d'ici une vingtaine d'années pour les gens de notre génération qui seront proches de la retraite. Et après, pour nos enfants, ça leur emploi. Proche de la retraite, vous ne la toucherez pas. Donc ça, si
si vous faisiez encore des illusions, c'est plus la peine. La retraite, vous ne la toucherez pas. La solution, je vous ai dit, je pense que ça va créer pas mal de problèmes, la situation dans laquelle on est, que ça ne se réglera pas comme ça, que donc là, on a signé pour plusieurs années où on ne va pas rigoler, quoi. Donc, alors maintenant, après, je ne vais pas vous dresser un tableau de ce qui va se passer, d'abord parce que j'ai pas de boule de cristal, ça se saurait, et donc voilà, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on va avoir de grandes difficultés, et pendant pas mal de temps. Après, qui tapera sur qui, etc., j'en sais rien. J'espère qu'on ne se tapera pas trop dessus, parce que c'est toujours des périodes qui sont pas faciles. Maintenant, Guillaume Sommerer me disait sur BFM TV, me disait, mais comment vous ne croyez pas en l'homme? Quand je lis les bouquins d'histoire, non. Je ne crois pas en l'homme parce qu'il est quand même capable d'être cité et au travers des siècles de façon assez récurrente, et c'est souvent comme ça qu'il règle ses problèmes. Et donc, voilà, mais c'est juste un petit rappel historique. Et quand même, tout au long de l'histoire, on a vu pas mal de choses qui se sont soldées par beaucoup de souffrances et beaucoup de morts. Donc, je ne crois pas en l'homme, ça c'est ma réponse à Guillaume Sommerer, parce que non, quand on regarde un peu ce qui s'est passé, il n'y a pas de quoi être très optimiste. Voilà. Écoutez, M. Delamare, nous vous remercions pour tous ces éclairages. Merci beaucoup.